aucun des habitants de ce paisible quartier résidentiel n'a remarqué quoi que ce soit d'anormal le jour où l'une de leurs voisines a été violemment agressée chez elle. Mais une caméra de vidéosurveillance, une empreinte digitale et une analyse informatique vont aider les médecins légistes à identifier et à localiser un suspect qui a pris la fuite moins de 12 heures après son crime. Un homme est retrouvé mort dans un cimetière de voitures du Michigan. L'enquête est lancée sans indice ni preuve médico-légale, mais des experts en informatique vont réussir à prouver qu'ils ont affaire à un crime réunissant tous les ingrédients d'un cocktail explosif. Sexe, mensonge et vidéo. Bonjour et merci de nous rester fidèles. Voici sans plus tarder 2 nouvelles affaires inédites, des enquêtes impossibles. Des siècles d'apprentissage et de cohabitation sont parvenus à gommer la part animale qui sommeille en nous. Ainsi, la plupart du temps, vivons-nous en bonne intelligence avec ceux qui nous entourent. Et au même titre que le rire et la parole, l'empathie et la bienveillance sont des traits distinctifs de l'humanité. Néanmoins, refusant de se plier aux normes, un certain nombre d'individus érigent leurs propres lois et s'adonnent au crime, plongeant dans le malheur des familles innocentes. En 1997, Escaline Debord s'installe dans un quartier résidentiel de Knoxville, dans le Tennessee. Elle habite à quelques rues de sa fille et de son petit-fils. Elle a emménagé à Knoxville quand je suis tombée enceinte, pour être près de moi. Elle aimait être avec ses enfants. Le taux de criminalité dans ce quartier était alors quasiment nul. De tous les secteurs du comté de Knox, je pense que tout le monde aurait été d'accord pour dire que cet endroit était l'un des plus sûrs. Il n'y a que des familles dans le quartier. Beaucoup d'enfants, de beaux jardins, de jolies palissades. La belle vie à l'américaine par excellence. Escaline travaillait chez elle. Elle tapait des transcriptions médicales sur ordinateur pour l'Université du Kentucky. Elle consacrait tout son temps libre à sa famille. Ma mère et mon fils se voyaient tous les jours et ils se parlaient souvent au téléphone. Il lui manquait tout le temps. Elle faisait toute la route jusque chez moi à pied et elle me disait « J'ai besoin de ma dose de petit-fils. J'ai besoin d'être avec lui. » Le 20 août 2001, en fin d'après-midi, Lise s'aperçoit que sa mère ne s'est pas manifestée depuis leur dernière conversation dans la matinée. Elle avait l'habitude de m'appeler vers 17h, 17h30. Quand elle n'était pas chez moi, elle m'appelait juste avant le dîner, entre 17h et 17h30. Comme j'étais toujours sans nouvelles d'elle vers 18h30, j'ai commencé à m'inquiéter. Elle compose le numéro d'Escaline, mais personne ne décroche et le répondeur ne s'enclenche pas non plus. J'ai pris ma voiture et je suis allée chez elle. La porte était fermée à clé et les volets étaient clos. C'était d'autant plus étonnant que ma mère adorait la lumière. Alors j'ai ouvert la porte avec ma clé et c'est là que je l'ai trouvée étendue par terre. Sa mère, Escaline, a été assassinée. La maison a été mise à sac. Portefeuille, puis il a soigneusement examiné chaque morceau de papier et a fini par trouver les codes des cartes de crédit. Les enquêteurs ne remarquent aucun signe d'effraction. Cela peut signifier qu'elle connaissait cette personne ou qu'elle a été prise par surprise devant son domicile et elle a ouvert la porte à son agresseur. Nous n'étions sûrs de rien. À première vue, c'était quelqu'un qu'elle connaissait, étant donné qu'il n'y avait pas de traces d'effraction. Mais la fille d'Escaline est sceptique. C'était une personne très réservée, très calme et facile à vivre. Je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un de son entourage puisse vouloir lui faire du mal.
Dans la cuisine, les enquêteurs découvrent une canette de soda, un verre et un mégot de cigarette sur le carrelage. L'agresseur est resté assez longtemps dans la maison. Il s'est servi quelque chose à manger et a bu un soda. Il n'a pas perdu son sang-froid. Lise signale également aux enquêteurs que la voiture de sa mère a disparu. Nous avons transmis le signalement du véhicule aux autres services de la région, parce qu'il était évident pour nous que celui qui avait tué Scaline de Borde avait aussi volé sa voiture. Les enquêteurs interrogent tous les habitants du quartier, mais personne n'a rien vu ni rien entendu. 20 minutes après mon arrivée sur les lieux, j'avais déjà envoyé 60 à 65 personnes dans le quartier à la recherche d'indices. Malheureusement, si l'affaire n'est pas résolue dans les 24 heures, tout peut basculer. Les preuves peuvent être détruites et les enquêteurs se retrouvent très rapidement dans l'impasse. Aucun signe d'effraction n'a été relevé au domicile d'Escaline de Borde, mais sa fille Lise signale aux agents que sa mère laissait souvent sa porte ouverte. Elle faisait ça pour me faciliter la tâche. Si j'avais quelque chose dans les mains ou mon fils dans les bras, je pouvais entrer sans avoir à chercher mes clés. La maison contient une multitude d'indices. Nous avons trouvé des empreintes sur 2 verres. L'emplacement des empreintes indiquait que quelqu'un avait tenu ces verres par le bord pour les apporter à cet endroit. Le relevé d'empreintes digitales sur une scène de crime et leur comparaison avec celle de suspects est l'une des techniques les plus anciennes dont dispose la police scientifique. Elle est aussi l'une des plus fiables, puisque les empreintes, vous le savez, diffèrent toutes d'un individu à l'autre et qu'elles sont inaltérables. L'enregistrement systématique des empreintes digitales a vu le jour en Argentine dès 1891. 5 ans plus tard, l'expert anglais Edward Henry perfectionna la technique de classification en dénombrant 10 points caractéristiques. Mais la multiplication des fichiers bloqua le système et le temps passé dans les recherches devint rapidement ingérable. Heureusement, à partir des années 1960, l'apport des ordinateurs parvint à désengorger les salles d'archives. Aujourd'hui, les systèmes automatisés d'identification des empreintes et les fichiers partagés, comme celui d'Interpol par exemple, rendent cet outil d'identification d'une prodigieuse efficacité. Dans notre affaire, les empreintes du meurtrier retrouvées dans la maison d'Escaline de Borde sont entrées dans le système AFIS et comparées à des millions d'autres. Les recherches ne fournissent pas de réponse immédiate. Cela peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, parce qu'il y a des millions d'entrées à analyser. Les échantillons biologiques obtenus grâce aux tests génétiques sont envoyés au laboratoire médico-légal. L'échantillon est tout d'abord placé dans un tube avec un tampon d'extraction qui casse les particules non biologiques et les protéines entourant l'ADN. Puis, les experts ajoutent du phénol chloroforme afin de figer l'ADN. Celui-ci est ensuite soumis à une analyse PCR. On est alors censé obtenir le profil génétique du tueur. Les informaticiens de la criminalistique étudient ensuite l'ordinateur d'Escaline et grâce au processeur central de son employeur, ils découvrent un élément crucial. En étudiant l'ordinateur d'Escaline, nous nous sommes aperçus qu'elle avait envoyé un email à 12h21 le jour de sa mort. Cela indiquait qu'elle était en vie et avait travaillé sur son ordinateur avant d'être confrontée à celui ou celle qui s'était introduit chez elle. Les enquêteurs découvrent également que l'ordinateur s'est déconnecté automatiquement 3 minutes après l'envoi du message électronique.
Cela signifie que le décès est survenu après 12h30. Nous cherchions à établir les circonstances de la mort et à identifier le moindre élément inhabituel au sein de la communauté ce jour-là. Les voisins informent la police que des vendeurs à domicile proposaient des abonnements à des magazines dans le quartier le jour du crime. Plusieurs voisins nous ont dit que ces gens étaient restés dans leur résidence ou dans leur quartier de 11h à 16h. Un arrêté local oblige les vendeurs à demander un permis avant de faire du porte-à-porte, mais aucun permis de ce genre n'a été délivré cette semaine-là. Le shérif Tim Hutchinson sait que les groupes de voyageurs de commerce provenant d'autres États logent généralement dans les motels locaux. La plupart du temps, la camionnette de l'entreprise passe au motel dans la matinée, dépose les vendeurs dans un quartier de la ville pour faire du porte-à-porte et les ramène au motel en fin de journée. Nous avons déjà eu des problèmes avec certaines de ces personnes qui se montraient très insistantes, essayaient de rentrer de force chez les femmes et devenaient violents verbalement et physiquement. C'est pourquoi quand nous avons appris que des vendeurs faisaient du porte-à-porte dans le quartier ce jour-là, cela nous a tout de suite mis la puce à l'oreille. Les enquêteurs se rendent dans plusieurs motels de la région mais ne trouvent rien. Pendant ce temps, sur les lieux du crime, les enquêteurs suivent une autre piste. Grand-mère paisible et discrète, Escaline de Borde n'avait pas d'ennemi connu. Le vol est donc le mobile que retiennent les enquêteurs. D'autant que le meurtrier a mis sa maison à sac et qu'il a dérobé les cartes de crédit que contenait son portefeuille. L'assassin va-t-il commettre l'erreur d'en utiliser une à son profit en retirant des espèces auprès du guichet automatique d'une banque? Les enquêteurs misent beaucoup sur cette éventualité. Nous avons fouillé les tiroirs à la recherche d'anciens reçus comportant les numéros de cartes et le nom de la banque qui les avait délivrés. Et en faisant cela, nous avons pu déterminer quelles cartes avaient disparu. La police demande à la banque de l'avertir si quelqu'un tente d'utiliser l'une des cartes volées. Quelques heures seulement après le meurtre d'Escaline de Borde, les employés de sa banque informent la police que quelqu'un s'est servi de l'une de ses cartes dans un distributeur de billets dans une station-service de la région. Il a retiré environ 80 $, je crois. Les inspecteurs visionnent l'enregistrement de la caméra de surveillance du distributeur. Un homme grand et mince portant une chemise blanche et une cravate noire reste devant le distributeur pendant 8 minutes. Il prend ensuite une boisson dans un rayon et se présente au comptoir pour payer. Il semble demander son chemin à la caissière. En voyant cet homme en chemise blanche et cravate noire utiliser les cartes de crédit d'Escaline de Borde, nous nous sommes dit qu'il s'agissait de l'un des vendeurs à domicile. Tous les voisins nous ont dit que les vendeurs qui avaient frappé chez eux portaient une chemise blanche et une cravate noire. Les inspecteurs interrogent la caissière. Elle se souvient parfaitement de ce client. Il lui a dit qu'il venait de New York et lui a demandé comment se rendre au motel de Peppermill Road. Les policiers se rendent immédiatement au motel en question et repèrent 2 camionnettes semblables à celles utilisées pour le transport des voyageurs de commerce. Ils constatent également que la voiture de la victime est stationnée de l'autre côté de la route. Ils l'examinent immédiatement pour relever des empreintes. Lorsque nous avons interrogé les vendeurs, nous avons appris que l'un d'entre eux ne s'était pas présenté au point de rassemblement à 16h. Il s'agit de Roger Broadway, âgé de 21 ans. Au début, le responsable de l'équipe refusait de répondre à nos questions. Mais lorsque le shérif menace de lui confisquer sa camionnette, le responsable change d'attitude. Il nous a dit qu'il avait un employé originaire de New York et que celui-ci avait dû rentrer chez lui de toute urgence parce que des membres de sa famille étaient malades. Le responsable admet que son entreprise emploie d'anciens détenus, mais affirme que ceux-ci ont suivi un programme de réinsertion.
Il nous a dit qu'ils engageaient beaucoup de personnes provenant de centres de réhabilitation situés en centre-ville, afin de leur permettre de gagner un peu d'argent et de quitter la ville. Roger Broadway a expliqué à son patron qu'il devait immédiatement rentrer à New York à cause d'un problème familial. Le responsable a emmené Roger Broadway à la gare routière et lui a payé un billet pour New York. La police doit absolument rattraper Broadway avant qu'il ne descende du bus. S'il parvenait à rentrer à New York, sa ville d'origine, nous n'aurions aucune chance de le retrouver. Il était sur son propre terrain, et quand ils savent qu'ils sont recherchés, ces gens-là sont capables de se cacher pendant très longtemps. Je suis sûr qu'il serait entré dans la clandestinité. Le casier judiciaire de Roger Broadway indique qu'il a été incarcéré pour vol aggravé. La compagnie de transport informe les inspecteurs que le bus prendra l'autoroute 81 en direction de New York et leur donne le détail complet de sa feuille de route. Les adjoints du shérif parviennent à rattraper le bus censé transporter Roger Broadway sur l'autoroute 81 en Virginie. Après avoir arrêté le véhicule, les officiers montent à bord et Roger Broadway se rend sans opposer de résistance. Dans ses bagages, les enquêteurs découvrent des vêtements tachés de sang, la bague de fiançailles d'Escaline de Borde, ainsi que les clés de voiture de cette dernière. Il possédait quelque chose que ma mère avait porté. Et pour moi, c'était comme une profanation. Le simple fait qu'il ait touché quelque chose appartenant à ma mère était une profanation. Les empreintes de Broadway sont comparées à celles relevées sur le verre dans la cuisine et sur la vitre de la voiture d'Escaline. Un programme informatique repère de petits dessins sur les empreintes appelés points caractéristiques, représentés ici par des carrés verts. Plusieurs centaines de ces points sont identiques. Ces empreintes étaient celles du suspect, Roger Broadway. Les enquêteurs prélèvent un échantillon de sang sur Broadway pour le soumettre à une analyse ADN. Et comme prévu, le profil génétique du suspect coïncide avec les échantillons prélevés sur les lieux du crime. Les scientifiques nous ont affirmé que la probabilité d'erreur était de 1 sur plusieurs milliards. Au vu des preuves médico-légales, les procureurs pensent que Broadway, en s'apercevant que la porte d'entrée n'était pas verrouillée, s'est introduit chez Escaline de Borde avec l'intention de la cambrioler sans savoir que celle-ci était à l'étage. Escaline travaille sur son ordinateur et envoie son dernier email à 12h21. 3 minutes plus tard, l'ordinateur se déconnecte automatiquement. C'est alors qu'Escaline entend du bruit et descend voir ce qu'il se passe. Il prend les cartes de crédit et la voiture de sa victime, puis se rend à la station-service pour retirer de l'argent et demander son chemin. À ce moment-là, il n'est pas conscient que les caméras de vidéosurveillance habituellement destinées à dissuader les voleurs permettront cette fois-ci de résoudre un meurtre. Broadway abandonne ensuite la voiture, explique à son patron qu'il doit rentrer chez lui pour des raisons familiales et prend le premier bus à destination de New York. Beaucoup de personnes âgées vivant seules auraient été terrifiées de savoir qu'il y avait un fou en cavale près de chez elles. Heureusement, nous avons pu éviter cette vague de panique et n'avons donc pas eu à rassurer la population. L'accumulation des preuves médico-légales retenues à charge contre Roger Broadway dissipe le moindre doute. Empreinte digitale, signature ADN, image de lui captée par la caméra de vidéosurveillance du guichet bancaire, utilisation de la voiture de la victime, objet lui appartenant retrouvé dans ses affaires, tentative de fuite. S'il l'avait souhaité, Broadway n'aurait pas pu fournir à la police plus de preuves matérielles de sa culpabilité. C'est pourquoi, confronté à l'évidence, il plaide coupable de meurtre au premier degré et de vol aggravé. Ce choix lui épargne la peine capitale, mais le condamne à la réclusion à perpétuité sans possibilité
de libération conditionnelle. Roger Broadway n'a exprimé aucun regret. À mon avis, il a reçu la peine qu'il méritait. J'espère qu'il passera le reste de sa vie à réfléchir à ce qu'il a fait. Liz Nofsinger porte la bague de fiançailles de sa mère pour toujours garder son souvenir en mémoire. Je t'aime. Tu me manques. Voilà ce que je voudrais dire à ma mère. J'aimerais tellement que tu sois là. Mais elle ne laissera pas un assassin gâcher ce qui reste de sa famille. Je ne veux pas que mon fils se souvienne de sa grand-mère de cette façon. Je veux garder en mémoire la manière dont elle vivait, pas la manière dont elle est morte. Les législateurs de l'État du Tennessee ont mis en place un projet de contrôle des entreprises de vente à domicile employant d'anciens détenus. Personne ne savait que ce dangereux criminel travaillait dans le quartier ce jour-là. Nous voudrions faire instaurer une loi obligeant tout individu ayant un casier judiciaire à se manifester auprès des autorités locales à son arrivée. J'aimerais pouvoir jouer un rôle dans la régulation de cette activité, de sorte que lorsque quelqu'un frappe à votre porte, il soit en possession d'autorisations en bonne et due forme et d'une carte d'identification avec photo. Même si ces lois entrent en vigueur, la police conseille aux citoyens de rester extrêmement prudents face aux vendeurs à domicile. Vous ignorez leurs antécédents. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables ni quelles sont leurs intentions. Je recommande donc fortement de ne laisser entrer aucun inconnu chez vous. Fermez vos portes à clé, peu importe où vous habitez. Ce quartier est généralement très calme et pourtant quelqu'un y a été assassiné. Une étude informatique médico-légale, des tests ADN, une analyse d'empreintes digitales et une caméra de vidéosurveillance ont permis à la police de résoudre cette affaire moins de 12 heures après le crime. La collecte de ces preuves et la façon dont elles ont été recueillies, conservées et entretenues constituent l'exemple type de l'enquête criminelle, telle qu'elle devrait être menée. C'est une chance que nous disposions des technologies et des outils nécessaires. Les sciences médico-légales sont un élément essentiel de l'enquête. Ce fait divers dramatique aura permis à l'État du Tennessee de légiférer sur les conditions de démarchage des vendeurs à domicile, car des cas d'agression similaires avaient déjà été signalés à travers le pays. Aux États-Unis, ouvrir sa porte à un inconnu n'est jamais sans danger. Tenez, en Californie, prétextant le besoin urgent de téléphoner, une jeune femme demanda à un retraité l'autorisation d'entrer chez lui. Une fois à l'intérieur, elle alerta ses complices embusqués dans le jardin. Ils frappèrent le vieillard à mort et lui dérobèrent ses économies. En Floride, au prétexte d'effectuer une enquête de routine, 2 malfrats, exhibant de fausses plaques du FBI, molestèrent les membres d'une famille et mirent leur maison à sac. À la suite de ces attaques, les autorités multiplient les recommandations sécuritaires, au risque d'ailleurs de provoquer des replis sur soi et d'entretenir des peurs irrationnelles au sein de la population. Et oui, le temps des fins limiers qui parvenaient à résoudre une énigme en s'appuyant sur quelques indices et beaucoup d'intuition, ce temps-là est-il définitivement révolu? Les technologies ultra sophistiquées dont bénéficient aujourd'hui les experts scientifiques ont-elles relégué au rayon des accessoires les bonnes vieilles méthodes d'autrefois, chères au commissaire Maigret? Ah, c'est pas si sûr. Dans l'affaire que je vous propose de suivre maintenant, nous verrons que science moderne et enquête à l'ancienne se complètent à merveille. Le 8 novembre 1999, Chuck Miller reçoit un appel de sa belle-sœur affolée. Son frère Bruce a disparu. Bruce n'est pas rentré chez lui pour dîner et il est impossible de le joindre au bureau. Chuck part à la recherche de son frère, direction la case de voiture. J'ai ouvert la porte et je l'ai appelé en hurlant, sans réponse. Alors j'ai fait le tour du bureau et je l'ai vu gisant par terre. Bruce Miller a été abattu d'une balle en plein cœur.
Le combiné du téléphone repose encore près de sa tête. Bruce gardait généralement sur lui environ 2000 $ en espèces qu'il rangeait dans la poche avant de sa chemise, de quoi rendre la monnaie à ses clients. L'argent a disparu, le vol apparaît donc comme le mobile probable du meurtre. 2000 $ en espèces dans la poche, ça pouvait en allécher plus d'un dans le quartier. On a d'abord pensé à un vol de rôdeur. Quelqu'un serait entré et l'aurait abattu pour s'emparer de l'argent qu'il gardait toujours sur lui. Cela ressemblait à une banale affaire de vol, comme on en voit tous les jours à Flint. Des criminalistes du laboratoire de police scientifique du Michigan vont utiliser du ruban adhésif pour recueillir d'éventuelles informations sur la chemise de Bruce. Les prélèvements que j'ai effectués sur la victime ne comportaient rien d'autre que ses propres cheveux. Aucun élément étranger n'a été détecté sur l'adhésif. D'autres signes laissent à penser que les lieux du crime sont un peu trop propres. Nous nous trouvions dans un bâtiment où le ménage n'avait pas été fait, où j'imagine qu'il y avait pas mal d'allées et venues, et où on était censé trouver de la graisse, de l'huile, tout ce qui laisse facilement une empreinte latente, une trace de pas. Ce qui veut dire qu'il savait ce qu'il devait et ne devait pas toucher. Et peut-être avait-il même pris d'autres précautions pour ne pas être démasqué. Autre élément troublant, Bruce se trouve au téléphone au moment où il est abattu. Mais qui est à l'autre bout du fil? Personne n'a appelé pour dire « j'étais au téléphone avec Bruce Miller et j'ai entendu un coup de feu ». On ne trouve aucune empreinte latente, aucune trace de sang. Pas une pièce de monnaie tombée dans la précipitation. Quant à la poche de la chemise, pas une déchirure. De quoi s'interroger. Bruce Miller a 48 ans. 6 mois plus tôt, il épouse Sherry, de 20 ans sa cadette, et il s'apprête à adopter ses 3 enfants. Au dire de tous, c'était un type qui se démenait, un homme posé, qui avait décidé de refaire sa vie avec Sherry Miller et ses enfants. Il assumait cette charge familiale parallèlement aux 2 métiers qu'il exerçait, chez General Motors et à la casse. Les amis et la famille dressent le portrait d'un couple heureux. Elle n'arrêtait pas de leur faire l'éloge de son Bruce Miller. La plus belle chose qui lui soit arrivée dans la vie, un amant formidable qui avait su gagner l'amour de ses enfants, un parfait gentleman qui avait su séduire la jeune femme qu'il traitait comme une princesse. Sherry a passé toute la journée chez elle en compagnie de ses enfants et de plusieurs amis et n'est pas considérée comme suspecte. En revanche, elle a une idée bien arrêtée de la personne qui pourrait avoir commis le crime. Elle confie aux inspecteurs que l'un de ses ex-petits amis, John Hutchinson, devait plusieurs milliers de dollars à son mari. Lequel mari avait eu quelques démêlés avec John dans le passé pour une histoire de pièces détachées qu'il aurait volées la nuit dans la casse. Et récemment, les 2 hommes s'étaient querellés à propos de la vente d'un pneu à 20 $ au beau-fils de John Hutchinson. Hutchinson prétend qu'il se trouvait seul chez lui au moment des faits, mais il ne trouve personne pour confirmer son alibi. Il devient alors suspect numéro 1 dans le meurtre de Bruce Miller au cimetière de voitures. L'homme accepte de se soumettre à un test de détection de mensonges, mais il va s'effondrer au cours de l'examen. John Hutchinson a eu une sorte de malaise et a fini par être conduit à l'hôpital. Apparemment, il était assez stressé par ce détecteur de mensonges, auquel il a finalement échappé. Le détecteur de mensonges, ou polygraphe, est un appareil qui enregistre en temps réel les réactions d'un suspect interrogé. En France, sa fiabilité n'est pas reconnue devant les tribunaux car un certain nombre de facteurs physiques peuvent fausser les mesures comme l'absorption d'alcool ou de drogue. Par ailleurs, des mythomanes ou des hommes spécialement entraînés, comme des agents du renseignement par exemple, peuvent également parvenir à tromper la machine. Néanmoins, l'emploi du polygraphe joue un rôle psychologique important sur les suspects. Et de peur d'échouer, certains d'entre eux préfèrent avouer leur crime avant d'être confrontés à des tests dont les résultats pourraient leur être défavorables. Mais aujourd'hui, d'autres technologies plus prometteuses sont en cours d'expérimentation, comme l'électroencéphalogramme qui mesure les champs électromagnétiques générés par l'activité cérébrale ou l'imagerie par résonance magnétique, car certaines zones spécifiques du cerveau sont plus ou moins sollicitées si le sujet ment ou dit la vérité. Dans notre affaire, John Hutchinson, victime d'un malaise fin ou réel, est parvenu à échapper au détecteur de mensonges. Les enquêteurs
vont donc devoir utiliser d'autres techniques pour établir son éventuelle culpabilité. Mais la police a besoin d'autres preuves. L'autopsie va révéler que Bruce a été tué par un fusil de calibre 20. En perquisitionnant le domicile de Hutchinson, la police ne retrouve ni fusil calibre 20, ni vêtements tachés de sang, ni l'argent volé. Nous avions le sentiment qu'il avait fait le coup. C'était donc notre principal suspect. Avions-nous oublié quelque chose? Devions-nous orienter nos recherches différemment? Les semaines passent, puis les mois, sans que rien ne vienne relancer l'enquête. Mais un événement troublant va se produire à plus de 1000 km de là, à Kansas City, dans le Missouri. Un ancien enquêteur, Jerry Cassaday, est retrouvé mort à son domicile. Il a encore son arme à la main et une Bible sur les genoux. Posé sur son bureau, une procédure de divorce et un dossier indiquant qu'il a récemment été traité pour dépression. Dehors, dans une poubelle, la police retrouve une cassette vidéo sur laquelle est écrit « Réservé à Jerry ». Il s'agit d'une vidéo amateur filmant une femme en train de faire un numéro de charme. Un truc vraiment acquicheur qu'on envoie à un type qu'on cherche à séduire. D'après le témoignage des amis de la victime, la femme de la vidéo serait la petite amie de Jerry, une dénommée Sherry qui vivrait à Flint dans le Michigan. Lorsque les enquêteurs appellent la police de Flint, celle-ci fait immédiatement le rapprochement. Je me suis pris une vraie claque dans la figure, je n'arrivais pas à le croire. Cette fille m'avait mené en bateau. Sherry Miller est emmenée au commissariat central afin d'y être interrogée. Elle prétendait ne même pas connaître Jerry Cassaday. Voici un extrait de l'enregistrement audio de l'interrogatoire. Did you ever send naked pictures of yourself to Jerry? No! Did you ever send Jerry films of you naked? No. Films of me naked? No, I didn't. You never sent those to Jerry? No, I did not. Lorsque nous lui avons montré que nous détenions cette cassette vidéo d'elle adressée à Jerry Cassaday, sur laquelle était écrit « Réservé à Jerry », elle a fini par retrouver la mémoire. Elle connaissait effectivement Jerry Cassaday, mais il était fou. Isn't it true that you were having a physical relationship with Jerry? Maybe online. No, I'm talking in person. No. In person. No. Sherry explique qu'elle a rencontré Jerry Cassaday sur un forum de discussion. Just messing around. I mean, I mess around online all the time just to figure out something new to do. I mean, everybody does it. La police va alors envoyer l'ordinateur de Sherry Miller et celui de son présumé amant Jerry Cassaday à un expert spécialisé dans les nouvelles technologies de la police scientifique. Le travail de l'expert en informatique consiste à récupérer tout ce qui a été effacé, tout ce qui peut paraître suspect sur l'ordinateur, puis l'analyser. Le brigadier Potravka a réussi à créer une copie miroir du disque dur. Autrement dit, il a conservé le disque dur dans son format original et en a fait une copie que nous, enquêteurs, pouvons utiliser pour télécharger les informations qui y sont enregistrées sans jamais altérer les preuves originales les plus précieuses. Les spécialistes de l'expertise informatique sont également capables d'accéder à des comptes protégés par un mot de passe sur le disque dur d'un ordinateur. Le mot de passe permet de verrouiller l'accès à certains documents à toute personne autre que son propriétaire. Les enquêteurs parviendront à entrer facilement dans les dossiers intimes de Jerry et Sherry. Je crois qu'on avait dans les 300 à 400 signets des fragments intéressants que j'avais trouvés. Il y avait probablement des milliers de pages à son nom rien qu'en lançant la recherche à Sherry 1013. Les enquêteurs vont trouver des preuves incriminantes sur l'ordinateur de Jerry, ainsi que dans ses papiers personnels. Il s'agit d'une conversation par messagerie instantanée au cours de laquelle Jerry et Sherry discutent du meurtre. Je téléphonerai à Bruce à 17h pour lui dire de m'appeler quand il partira. Jerry, j'ai peur. L'arme est-elle bruyante? C'est la saison de la chasse ici. C'est mieux à l'intérieur pour étouffer le bruit. Tu t'arrêteras à gauche du bâtiment, à droite de la porte. Il sera à son bureau à l'intérieur. Prends-lui son portefeuille, prends tout. Il était question d'arrêter la voiture à droite de la porte du bureau, je crois, à l'endroit où sont les pièces détachées. Parce qu'en ouvrant la portière côté conducteur, ça permettrait au tueur de cacher une arme dans sa main lorsqu'il sortirait et se dirigerait vers le bâtiment.
la police va tenter de déstabiliser Sherry en lui parlant du message. I'm telling you here, I have an email that lays it out right here in front of me about how you and Jerry Cassidy planned his murder. That's wrong. Okay. Why would Jerry even think about changing that? I don't know. It doesn't make sense, does it? I don't have a clue. Maybe because he was mad because I wouldn't have nothing to do with him. Sherry affirme que les messages instantanés sont faux, une thèse que n'écarteront pas d'emblée les responsables d'AOL. Nous avons d'abord informé les procureurs et les enquêteurs qu'il s'agissait d'un message instantané, qu'il n'était peut-être pas authentique, qu'il avait pu être édité. Mais je ne pouvais pas dire effectivement il s'agit bien du message d'origine tel qu'il a transité par le fournisseur d'accès AOL. Il était très important pour nous de confirmer scientifiquement l'authenticité de ce message instantané, de démontrer qu'ils entretenaient une relation et de montrer comment elle avait amené Jerry Cassidy à tuer son mari. Les experts en informatique conviennent qu'il est techniquement possible de falsifier a posteriori un échange de messages instantanés. C'est pourquoi il devient primordial que le fournisseur d'accès Internet puisse retracer l'historique des conversations et les authentifier. Une commission rogatoire ayant été délivrée par un juge, la compagnie America Online s'exécute et certifie que Jerry Cassidy et Sherry Miller étaient connectés le même jour, à la même heure et durant le même laps de temps. La preuve est maintenant établie que les complices ont fomenté ensemble l'assassinat de Chuck Miller. Un nouvel élément va conforter l'hypothèse du complot. Le surlendemain du meurtre de son époux, elle appelle America Online et demande à changer ses noms, prénoms et adresses, rue, ville et code postal. Et elle réitère sa démarche pour Jerry Cassidy dès qu'elle apprend son... Sur l'ordinateur de Jerry, on retrouve également des centaines de courriers électroniques expédiés sous le pseudonyme Sherry 1013 qui ont été effacés. Les données subsistent tout le temps que l'ordinateur n'a pas besoin de réaffecter l'espace à un nouvel usage. Autrement dit, les données sont sauvegardées sur le disque dur jusqu'à ce qu'elles soient remplacées. Dans un tas de documents éparpillés sur la console d'ordinateur de Sherry, les enquêteurs repèrent le nom de John O'Connor, mal orthographié, ainsi qu'un numéro de téléphone écrit de la main de Sherry. Dans le message instantané que Sherry prétend être purement inventé, Jerry a écrit « S'il m'arrive quelque chose, appelle-le ». John O'Connor avec la même faute d'orthographe et le même numéro de téléphone erroné. Ce qui confirme certainement qu'ils communiquaient bien ensemble dans ce message instantané. La probabilité que cela soit le fruit d'une coïncidence était infime. Elle s'élevait à 1 sur 2 trillions. L'expertise informatique va également révéler le mobile du crime. C'était un peu comme lire le journal intime de leur relation. À travers ses écrits, on sentait bien qu'elle cherchait à pousser ce type à bout, à le faire craquer, aussi bien sexuellement qu'émotionnellement, à l'attirer vers elle pour le faire entrer dans son univers, celui qu'elle s'était créé pour l'occasion. Un mois seulement après son mariage avec Bruce Miller, Sherry rencontre Jerry Cassidy sur un forum de discussion en ligne sur AOL. Tous deux vont se nouer d'amitié. Jerry est en pleine procédure de divorce et Sherry prétend être aussi malheureuse en ménage. Ils finissent par se rencontrer et deviennent amants. Dès qu'ils sont séparés, Sherry entretient la flamme en envoyant à Jerry des photographies érotiques via Internet. Elle enregistre également une vidéo que les enquêteurs retrouvent plus tard dans la poubelle de Jerry. Sherry va jusqu'à annoncer à Jerry qu'elle est enceinte de jumeaux et qu'il est le père, alors même qu'elle a subi une ligature des trompes des années auparavant. Via Internet, elle lui envoie la photo d'un test de grossesse positif subtilisé à une amie,
ainsi que les clichés d'une échographie fœtale de son fils réalisée 5 ans plus tôt. Sherry prétend que son mari Bruce fait partie d'un réseau criminel organisé, qu'il trafique de la drogue et elle l'accuse de violence conjugale. Mais peut-on vraiment y croire? Elle prétend que Bruce l'a tabassé au point de lui provoquer une fausse couche. Sherry envoie par courrier électronique des photographies de son corps contusionné et brutalisé qui révéleront ses talents de maquilleuse. Nous nous trouvions là face à une femme prête à employer les grands moyens et à inventer n'importe quoi pour faire croire à ce type qu'il ferait, entre guillemets, une bonne action en venant la libérer de Bruce Miller. Il n'arrivait plus à démêler le vrai du faux. Il se voyait déjà en sauveur de Sherry Miller, tuant le dragon et prenant sa place. Dans un message instantané, Jerry et Sherry échafaudent le scénario du meurtre. Sherry explique qu'elle retiendra son mari au téléphone pendant que Jerry ira le tuer. Les relevés téléphoniques confirment cette version des faits. Grâce à son expérience d'enquêteur, Jerry sait comment commettre un crime sans laisser de traces. Quelques semaines à peine après le meurtre de Bruce, Sherry le trahit à son tour. Elle cesse de répondre à ses appels et à ses courriers électroniques et trouve un autre amant. Rarement, manipulatrice aura déployé autant de perfidie pour convaincre un amant de la débarrasser d'un mari devenu encombrant. Sherry Miller a accumulé les mensonges, aussi sordides soient-ils. Elle a prétendu être enceinte de jumeaux imaginaires. Elle a eu recours au maquillage pour imiter les traces de coups que lui aurait infligé son mari. Et elle l'a accusé d'être liée au banditisme et de la terroriser. Son imagination perverse ne s'est tarie que lorsqu'elle est parvenue à ses fins. Et quand Casadé a enfin compris dans quel piège il était tombé, l'irréparable avait été commis. Je crois qu'il était accablé de douleur, qu'il se demandait « qu'ai-je donc fait? Que m'a-t-elle fait faire? Et tout ça pourquoi? Pour qu'elle se fiche de moi ?» Dans les documents personnels de Jerry, on retrouve une lettre de adressée à ses parents. De toute évidence, Jerry croit malheureusement encore à la plupart des mensonges de Sherry. Il l'a tabassé et il a tué mes enfants. Pardonne-moi maman, mais c'était mes bébés, je les aimais, je les voulais, alors je les tuais. Mais Jerry finit par prendre conscience qu'il a été manipulé. J'étais tellement aveugle, tellement stupide, tellement amoureux. J'étais loin de me douter qu'elle me racontait des histoires, qu'elle n'en avait que pour l'argent, qu'elle ne voulait plus de mari. Sherry a été complice, elle a aidé à monter le coup, j'ai toutes les preuves. Elle va payer. Il n'y avait plus de doute à avoir. Si Jerry disait qu'il était coupable, c'est qu'il l'était. Il n'aurait pas inventé ça. Jerry n'était pas du genre à fabuler, surtout dans une situation comme celle-là. Il ne se serait pas laissant cette lettre si tout ça n'avait pas été vrai. En décembre 2000, Sherry est jugée pour meurtre et conspiration. L'expertise informatique est le principal élément de preuve retenu par l'État. Did you kill your husband, Bruce Miller? No, I did not. Did you help anybody kill your husband? No, I did not. Did you love your husband? Yes, I did. Sherry continue à soutenir que les messages instantanés sont faux et elle prétend que Jerry, l'amant et conduit, les a falsifiés afin de faire porter les soupçons sur elle. So are you saying this entire instant message is fake? Yes, I am. So when they talk about the discs and the pictures on your back and legs and whatnot, and the bruises, you never had that conversation? No, I did not. Mais l'expertise informatique prouve le contraire et révèle le possible mobile du meurtre,
l'argent à percevoir des assurances vie de Bruce et de la vente de sa case de voiture. J'ai dit à ma femme, Sherry doit être ravie de récupérer le pognon qu'elle va toucher maintenant. C'est à ça que j'ai pensé le soir du meurtre. Parce que c'était bien son genre, elle ne pensait qu'à l'argent. Peu après l'homicide, elle refait la maison, dépense beaucoup d'argent et la mère de Bruce achète même sa voiture avec une partie de la somme qui lui revient. Donc l'argent aurait pu être un mobile. On ne sait pas. Les procureurs sont convaincus que John Hutchinson n'a rien à voir avec le meurtre de Bruce Miller. En décembre 2000, Sherry Miller est reconnue coupable de meurtre au second degré et de conspiration de meurtre au premier degré. Elle est condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Elle n'avait aucun respect pour l'homme qu'elle avait épousé. Aucun respect pour mon frère. Aucun respect pour ses propres enfants auxquels elle a infligé tout ça. Elle n'a que ce qu'elle mérite. J'ai vu des blessures par balle, des plaies par arme blanche, des démembrements, des meurtres à la hache. J'ai vu des gens qui avaient traîné une victime derrière leur voiture, des gens tués par une voiture. Mais je n'avais encore jamais vu de meurtre par ordinateur. Pour les enquêteurs, ce verdict sonne comme une victoire. Celle d'un mariage réussi entre les hautes technologies et le travail d'enquête à l'ancienne. Si nous n'avions pas trouvé de preuves matérielles pour étayer les listings, les emails et les messages instantanés, il n'y aurait pas eu de procès. Notre travail d'expertise informatique nous a permis de comprendre pourquoi Jerry Cassidy a tué Bruce Miller avant de se... Elle pensait avoir été plus forte que le système, avoir orchestré un crime parfait. Elle pensait que toutes ces choses qu'elle avait écrites ne reviendraient jamais la hanter. Elle se trompait. Écoutez bien. En janvier 2001, Sherry Miller, condamnée à purger une peine d'emprisonnement à perpétuité, fut incarcérée dans le centre pénitentiaire de la vallée de l'Huron dans l'État du Michigan. 6 ans plus tard, le psychiatre de la prison lui diagnostiqua des troubles mentaux, notamment un syndrome de stress post-traumatique. L'année suivante, un juge de la Cour fédérale annula le jugement et ordonna l'ouverture d'un nouveau procès, invoquant un vice de procédure. Selon lui, Cassidy, ne pouvant pas être contre-interrogé par la défense, sa lettre de était irrecevable et n'aurait pas dû être communiquée au jury. En 2009, la libération de Sherry Miller fut ordonnée contre le paiement d'une caution de 100 000 $. Quelques mois plus tard, 3 juges de la Cour d'appel confirmèrent la décision du premier juge et la jeune femme fut remise définitivement en liberté. Ainsi, après avoir commandité l'assassinat de son mari et provoqué indirectement de son amant, Miller n'aura effectué qu'un séjour de 10 ans en prison. Ainsi en a décidé la justice américaine. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie en ma compagnie et je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes impossibles.